comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur ce qui se passe avec le 3 et Atlas et leurs anomalies. Les derniers événements, les dernières images qui ont également été partagées par différents astronomes. Cette fois-ci, donc, certains sont des amateurs, d'autres sont des professionnels, mais voici une image prise le 22 novembre de cette année, à 19h25 UTS, avec un télescope de 0,5 mètres, 50 cm. Ceci au moment où l'Atlas était projeté près de la galaxie NGC 4454. En arrière-plan, cela en direction du Soleil, on trouve le coin inférieur gauche d'après ce qu'on peut observer. L'une des images les plus spectaculaires qu'on ait pu observer. Eh bien, merci à toute la communauté qui nous accompagne en direct. Passons aux informations, à ce qui se passe. Je remercie énormément ceux qui nous regardent sur PP en direct. C'est sur cette chaîne, eh bien, nous ferons des transmissions au moins une fois par jour. Donc, restez également attentifs. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, ici aussi vous pouvez parfaitement vous abonner. Passons donc aux détails, passons à une autre image, non? Aussi parmi ces images qui attirent dans l'attention aujourd'hui et qui montrent à quel point l'Atlas 3i est extraordinaire. Indépendamment des anomalies, le simple phénomène en lui-même est déjà très intéressant, non? Passons à quelques points importants. Des astronomes et des astrophotographes amateurs ont pris certaines des images les plus importantes du 22, mais il y en a d'autres, par exemple celle-ci, qui date du 21. C'est une autre image assez intéressante. Celle-ci aurait été prise par Paul Crax. Nous avons déjà partagé quelques images de cet astronome, n'est-ce pas? N'est-ce pas son? L'image est-elle assez intéressante? Si nous pouvons nous rapprocher un peu de l'image, voyons si nous pouvons la voir d'un peu plus près. Parlez. Ça m'a échappé. Où est-ce? C'est là? Cette image est très intéressante. Voyons si je peux m'approcher un peu plus. Voilà. Attendez, laissez-moi faire. Non. Nous sommes au complet. Voilà. Celle-ci est l'une des plus intéressantes. Découvrons quelques réactions à ces nouvelles images. Celle-ci par Paul Crax, 21 novembre. Comme je vous le dis, une autre image. Voyons voir. Passons à une autre. Les images aussi. Celle-ci a été prise le 22, voyons voir. Attendez-moi un instant. Nous allons devoir reculer un peu, sinon nous ne pourrons pas la voir. C'est celle qui est ici. Celle-ci a été prise le 22 à 5h28 UTC par un télescope de 315 mètres. Celle-ci avait été prise par Peter Carlson Lake depuis l'Espagne. Celle-ci a été prise depuis l'Espagne. L'image suivante a été photographiée. Nous allons la mettre par ici. C'est là. C'est cette la comète. Là. Celle-ci a été photographiée par Helena Walter avec un télescope de 432 mètres, et cela a été photographié depuis le Chili. Prise le 24 novembre, celle-ci serait les plus récentes, car elles ont été prises hier. On ne voit presque rien de la queue. Qui est-ce végétalien? Contrairement aux autres images que nous avons vues, celle-ci par exemple du 22e jour, n'est-ce pas, celle-ci? L'autre au moins on ne peut pas la voir. Très souvent cela dépend aussi non seulement de la lumière du jour, mais aussi très souvent de l'obturateur. À quel point l'obturateur est resté ouvert pour faire l'image, la photographie, ce sont souvent des obturateurs qui restent ouverts un petit moment. Et donc cela permet aussi de voir un peu plus la queue. Ou bien qu'est-ce qu'on sait? Quels sont les détails les plus marquants? Tout d'abord, cet objet interstellaire a déployé ce qu'ils appellent une structure déconcertante, la relation avec l'anticomète. Qui a déjà été calculée, non? Cette image que nous voyons à l'instant a déjà fait l'objet de calculs. Voyons si nous pouvons l'observer. Celle-ci, c'est du 20. C'était quoi, 21? Non, 22, celle-ci, c'est celle du 22. Ont-ils fait le calcul de la taille de cette antiqueue que nous voyons ici? En fait, on ne la voit même pas en entier. On attend un peu plus pour voir si on la voit. Voilà, elle continue encore. Cette queue est très longue. Elle fait environ 1 million de kilomètres. Imaginez-vous cela.
Et celle-ci, cette anti-queue, est en train d'être projetée, elle est en train d'être lancée, pour ainsi dire, vers le Soleil. Elle est projetée, disons, vers le Soleil. Cela défie la pression du vent solaire. Déjà, c'est quelque chose de très intéressant. Rappelez-vous que dans tout cela, ici, il y a du vent solaire. On projette tout ici, d'accord? En le projetant par ici. Alors, le fait que l'anti-queue mesure 1 million de kilomètres de long, mais qu'elle va à contre-courant du vent solaire, attire beaucoup l'attention. Cela défie ce qu'est la pression du vent solaire, d'après ce qu'il rapporte. Et puis, en plus, sa trajectoire confirme aussi autre chose, l'accélération non gravitationnelle, qui ne correspond pas au modèle conventionnel de la physique d'une comète. Les images capturées montrent aussi cette structure collimatée, une accélération qui a déjà été validée statistiquement avec un écart de Dix sigma, une certitude mathématique qui, selon eux, est, pour le dire, moins accablante, non? C'est-à-dire sa précision de vol, on va l'appeler comme ça, non? Ça ne semble rien avoir à voir, par exemple avec le MOA ou d'autres comètes et autres objets. Vous avez vu qu'ils avancent en zigzagant, qu'ils ne semblent pas avoir de précision. Hier, nous faisions la comparaison entre les différents comètes. Et vous voyez que vous avez la chair de poule quand vous voyez les caractéristiques des autres en comparaison avec cette comète, où la différence est trop grande. C'est hallucinant. Maintenant, il y a un sujet, n'est-ce pas? Ce qui se passe avec Atlas n'est plus une simple curiosité astronomique, comme on l'a dit au début. C'est une comète exotique, n'est-ce pas? C'est une curiosité astronomique fascinante. En ce moment, ça commence déjà à devenir un problème. De quoi est-ce que je parle? D'un problème? Je veux dire que c'est un problème pour pouvoir expliquer les mathématiques de cet objet. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de préjugés entre elles, partout dans le monde, non? Dans tous les sujets, dans tous les domaines, il y a des préjugés. Et il y a des gens très fermés d'esprit. Mais ça, c'est un peu à part, non? Parlons ouvertement du sujet, d'accord? Et c'est déjà devenu un problème pour la physique appliquée. Il l'a lui-même mentionné, non? Il dit que cela devient déjà un problème de physique appliquée, parce que tout simplement, si tu veux le voir comme une comète naturelle, il est très difficile de pouvoir justifier ce qui se passe avec cette comète par quelque chose de naturel, tu vois. Un autre aspect notable de cette anti-queue est qu'elle va à l'opposé du vent, qui se déplace à 400 km par seconde, et il devrait être en train d'expulser de la masse à un rythme insoutenable, de milliards de tonnes, tu vois? Pour pouvoir faire cela, cette anti-queue devrait être en train de lancer des milliards. Il faut vraiment retenir ce chiffre, non? Des milliards de matières, si c'était une comète naturelle, non? Il faudrait des milliards de tonnes de matière pour pouvoir produire une anti-queue. Parce que je vais dire qu'il y a eu des comètes qui ont eu de petites anti-queues. C'est vrai? Ou bien est-ce qu'il y a eu des comètes qui ont eu des anti-queues qui ont duré très peu de temps et qui étaient en petites? Ici, nous parlons d'une très grande anti-queue pointant vers le Soleil. À quoi cela correspondrait-il? Il dit à un rythme qui n'est pas soutenable pour une comète naturelle, il dit... Pour que cela soit justifié comme une comète naturelle, il aurait fallu qu'elle expulse sa propre masse, la masse même de la comète, à un rythme tout simplement insoutenable, de milliards de tonnes. Cependant, l'objet accélère plus qu'il ne perd de masse. Si un objet naturel perdait autant de masse, il devrait accélérer d'un certain nombre, n'est-ce pas? Et celui-ci accélère bien plus que ce qu'il perd en masse. Cela en fait déjà un objet encore plus extraordinaire, n'est-ce pas? C'est ici qu'intervient une hypothèse troublante, n'est-ce pas? Et tout de suite, nous allons aborder le sujet. Avant tout, laissez-moi vous saluer, n'est-ce pas? Parce qu'ici, sur cette chaîne, on ne se voit presque jamais. Cela faisait longtemps sans direct. Récemment, on en a fait un avec Quires ici, et on en fera aussi sur PP Clips. Pour se concentrer sur un seul sujet, quand le sujet est vraiment intéressant, et puis parfois dans PP en direct, on s'étend sur beaucoup d'autres sujets, non? Évidemment, mais quand le sujet sera important, on essaiera évidemment de le traiter en un seul thème. Transmettre et échanger avec la communauté.
Salutations à Rodrigo, Julio, El Monge Loco, comment vas-tu, Monge? Et à toute la communauté qui nous regarde en direct, n'hésitez pas à commenter, je vous remercie. Eh bien, beaucoup ne connaissent tant pas la chaîne Pépé Clips, n'est-ce pas? Mais c'est une chaîne sœur de Pépé en vivo, n'est-ce pas? Donc, eh bien, je vous remercie de vous abonner, n'est-ce pas? Nous approchons des 100 000 abonnés avec un peu de chance, nous atteindrons bientôt ce chiffre. Je crois qu'on est près des 90 000, si je ne me trompe pas, non? On est dans ces eaux-là, on s'en approche déjà. Regardez. La partie inquiétante, non? La partie inquiétante est, eh bien, on ne veut pas trop en parler. Plus que l'aube et quelques autres, non? Il dit, ici, une hypothèse intervient. Je précise, c'est une hypothèse, je n'affirme rien, on est dans le domaine des hypothèses et des preuves. Non, c'est juste une hypothèse qu'il imagine. Mais là, il dit qu'il a des preuves. Si l'on applique la physique des propulseurs technologiques, qu'ils soient chimiques ou ioniques, là, on comprendrait l'objet. Là, la physique aurait du sens. C'est-à-dire, il dit d'un possible flux d'échappement dirigé qui nécessite beaucoup moins de masse pour générer cette poussée. Alors, il dit, là, nous serions face à un objet qui non seulement tombe vers le Soleil, mais qui semble aussi naviguer à travers le vent solaire avec une densité et une cohérence que la nature. Il serait très difficile que la nature la reproduise spontanément, non? Que la même chose arrive serait très improbable. Peut-être l'impossible, je veux dire. Maintenant qu'on entre dans les sujets de l'impossible, eh bien l'impossible n'existe pas, n'est-ce pas? Je veux dire, la nature nous surprend toujours, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas non plus exclure que ce soit naturel, n'est-ce pas? C'est déjà très difficile que ce soit naturel, non? Ça devient de plus en plus compliqué, non? Ils assurent non, que nous sommes là face à un compte à rebours qui serait critique. Le compte à rebours, c'est un jour précis, qui s'appelle le 19 décembre 2025. Ce sera l'approche maximale de la Terre, qui est de 269 millions de kilomètres. Ce sera l'approche maximale. C'est à ce moment-là que la comète sera la mieux visible. Là. Les télescopes comme Hubble, James Webb, entre autres, vont détecter des signatures spectroscopiques de propulsion artificielle. Oh, ou de sublimation de glace, c'est-à-dire qu'elle est en train de fondre, n'est-ce pas? C'est ça. Mais si d'ici le 19, on voit l'objet et qu'il reste intact, ou disons à peu près avec la même masse. Il dit « Attends-moi, Nardito, c'est à cause de tout ce matériel déjà sorti. » Il aurait déjà dû disparaître, ou au moins, il aurait dû beaucoup diminuer. L'objet, non. J'ai perdu beaucoup de masse. Il devrait déjà être soit divisé, soit disparu, etc., non? Eh bien, en fait, on disait que lorsqu'il passerait derrière le Soleil, au périhélie, à partir de là, l'objet serait pratiquement déjà divisé en morceaux. Je ne sais pas quoi, mais l'objet continue, non? Ça reste un sujet très intéressant, non? Cet événement, dit-il, n'est pas seulement pertinent pour les astronomes, c'est un tournant culturel. C'est pour cela que c'est important. Nous parlons de quelque chose qui clairement n'a pas été compris. Aussi, c'est comme sont les médias, c'est-à-dire les médias s'informent par vagues, ils n'informent pas parce qu'ils veulent vraiment informer. Beaucoup sans généraliser, mais une grande partie quand même, non? Je vais vous donner un exemple très simple. C'est-à-dire comment il parlait des drones ou de ces WAV ou objets qui sont apparus vers le New Jersey, la Pennsylvanie, Washington, toute cette région. Et soudain, quelqu'un dans les médias a décidé « Vous savez quoi? C'est déjà un sujet. C'est déjà assez, non? Ça suffit? On ne va plus parler de ce sujet, maintenant on passe à un autre sujet, puis un autre, et encore un autre. Et ainsi de suite, non. » Donc ça arrive très souvent, non? Et Pépé, les drones s'apparaissent plus, non? Les drones continuèrent d'apparaître et à la fin, les gens se plaignirent encore. Quand ça a commencé, j'ai commencé à aller sur les forums de ces États, n'est-ce pas? Que disent les gens sur les forums du New Jersey? Tu t'inscris et tu laisses en te disant « on verra ». Que disent encore les habitants de la région? Les gens continuent de voir des objets tous les jours. Mais c'est juste que le sujet, eh bien, il n'est plus à la mode. Alors ils arrêtent d'en parler. L'affaire médiatique est terminée.
Même si la situation continue là-bas, de temps en temps, un média ou un autre dit « Eh bien, regardez, on a vu quelque chose par ici ou par là. » Mais disons que le sujet disparaît, non? Pareil pour ça. Bien que des événements continuent avec la comète. Un astronome ou la National Aeronautics and Space Administration dit « Pas d'inquiétude, c'est naturel. » Parfait, tout est expliqué. Au revoir, oubliez le sujet et dites-le. Eh, comment ça? Qu'on oublie le sujet. Aucune des anomalies n'a été expliquée, on n'a pas pu expliquer. Pourquoi abandonnez-vous le sujet? C'est la National Aeronautics and Space Administration. Bon, qu'ils expliquent les anomalies. Non, mais c'est que la National Aeronautics and Space Administration. Alors, on se voit. Il le laisse là. Et c'est fini, non? Il faut reconnaître que certains médias, par exemple Newsmax, que je ne connais pas personnellement, mais j'ai vu qu'ils interviewent dans des personnalités très importantes, en général de tout type. N'est-ce pas? Ce média doit être assez connu. Ensuite, il a enquêté pour savoir qui ils sont. Mais c'est l'un des rares médias ayant plus ou moins relayé l'information. Parfois, quelques autres médias de taille moyenne ont donné la parole à ce Noé, par exemple, non? Mais en dehors de ça, rien d'autre, non? D'après ce qu'il rapporte, à partir du 19, mais cela se passe déjà dans le Hubble. Le James Webb a déjà beaucoup d'informations qui n'ont pas été publiées, donc il y a une abondance d'informations. Que nous ne l'ayons pas, c'est autre chose, n'est-ce pas? Dès le 19, ce sera le meilleur moment pour détecter l'information. Spectre Cospica de propulsion artificielle, selon ce que rapporte la même New York. Ce sont de nombreux outils. Vous allez voir l'image, par exemple, pour pouvoir mieux détecter la masse, la vitesse, la taille, etc. N'est-ce pas? Ce n'est pas cela, dit Lévy. Je suis d'accord, répondit-il. Ce n'est pas une question de croyance ou de religion, ni de dire d'aujourd'hui que je crois en ceci ou cela. Il ne s'agit pas de croyance, mais de données. Point final. C'est-à-dire, on peut parfaitement l'expliquer. Passons maintenant au sujet suivant, non? Continuons d'admirer la comète si vous voulez, mais passons au sujet suivant. Mais non, ce n'est pas une question de vouloir voir les données clairement, et c'est cette partie qui attire beaucoup mon attention. Il dit, ce sont des données, pas une question de croyance. Il y a des données, par exemple, qui montrent un objet en train de manœuvrer, avec une certitude statistique qui rend l'explication d'un rocher spatial de plus en plus difficile à défendre mathématiquement. Quand il donne l'exemple de la façon dont il flottait ou volait, n'est-ce pas? Par exemple, comment Oumuamua bougeait-il? En titubant dans l'espace, alors que cet objet ne titube pas, mais possède une précision difficile à expliquer. Au moins, n'est-ce pas? Et c'est impossible que ce soit une comète naturelle, personne n'a dit ça. Donc il y a aussi la possibilité que toutes ces anomalies soient tombées sur un objet naturel, c'est possible, non? Donc on ne peut écarter ni se fermer à aucune idée, il faut juste regarder les données. Il dit quelque chose d'intéressant, écoute-le. La pression de bélier de l'anticola dépasse celle du vent solaire. C'est bien ça, c'est pourquoi cette image est importante. Cette force dépasse même celle du vent solaire lui-même, d'accord? Mais pas pendant des heures ou des secondes. Cela fait déjà des jours que cela continue à générer cet antiqueux, n'est-ce pas? Cela implique que la densité de la masse la plus externe... Il dit que la masse la plus externe dans l'antiqueux est 1 million de fois plus dense que la densité du vent solaire. Pour que cela se produise, la masse du vent solaire est 1, et la masse de cette comète est 1 million de fois supérieure à la densité du vent solaire. Cela suggère qu'il y a ce qu'ils appellent une cohérence structurelle défiant, c'est-à-dire c'en est une. Autrement dit, il est plus probable, sous cet angle, qu'elle s'explique par un phénomène artificiel que naturel. Donc les probabilités, disons, augmenteront dans ce sens. Et avec cela, je pense que cela nous donne une idée assez intéressante de ce qui se passe. Dans ce cas, allons rapidement aux commentaires, et puis, nous reviendrons tout à l'heure. S'il y a un autre rapport, si une autre situation, nous en reparlerons en direct, dit Pépé. C'est un vaisseau spatial, affirme-t-il, avec les mêmes caractéristiques que la sphère de Bouga, notamment son poids.
sans raison. La sphère, c'est différent, non? Sincèrement? Écoute, DH, je n'ai pas suivi l'affaire, j'ai vu les données, on m'a transmis un tas de documents, et pour moi, sincèrement, avec les données, moi ça ne me convainc pas pour l'instant. Sincèrement, non. Je ne doute pas qu'il y ait des choses intéressantes. J'en ai parlé avec quelques amis qui ont été proches de l'affaire. Et au moins, moi ça me laisse beaucoup. Ce n'est pas un sujet qui soit largement étudié dans le monde scientifique, mais dans ce cas, il l'est. Seulement Maussan est ce qu'il choisit, n'est-ce pas? Quand cet objet sera confié à des universités indépendantes et qu'il fera l'objet de publications scientifiques, alors nous pourrons en discuter avec plaisir. Ce serait intéressant. Ici, nous serions ravis d'accueillir Maussan ou qui que ce soit. Merci, mais sincèrement, il faudrait élargir cela, n'est-ce pas? Par exemple, le cas de cette comète. Cette comète, c'est tout le monde la voit et tous les astrophysiciens, les astronomes l'analysent. Et celui qui veut en parle, et celui qui veut la voit, l'observe et a toutes les informations. Le cas de la sphère ou d'autres, car ce n'est pas la seule apparue. C'est très intéressant, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais ce qu'il faut, c'est approfondir, c'est-à-dire élargir l'information pour qu'elle ait plus de consistance. Je ne doute pas qu'elle en ait, ni qu'il y ait des choses intéressantes à ce sujet, n'est-ce pas? J'aimerais voir ça? J'adorerais. Et nous en avons aussi parlé avec ses amis, parce que, eh bien, au bout du compte, si c'est quelque chose d'aussi extraordinaire, d'autres instituts, d'autres endroits devraient l'étudier pour donner plus de certitude au sujet. Non? On va voir ce qui se passe, non? Salutations, comment vas-tu, le moine fou? Demanda-t-il, curieux qu'il ait survécu à tant de voyages sans se désintégrer. Dit le moine fou. Comment vas-tu, moine? Pour combien de soleils? Cet objet aurait-il tout traversé, vu son âge supposé? Combien de choses n'a-t-il pas traversé? Nous parlons d'un objet qui a entre 5000 et 6000 ans. Ils le disent encore. Jusqu'à 13 milliards d'années, il aurait presque l'âge de l'univers, en théorie. Parce que l'âge de l'univers, c'est à peu près ça, autour de 13 milliards d'années, à peu près. Alors évidemment, il arrive un moment où ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas. On pense simplement que c'est très ancien, à cause de la trajectoire qu'il suit. Il faut se rappeler qu'il y a ce nuage d'or. Eh bien, il vient d'une zone derrière ce nuage d'or, c'est-à-dire qu'il vient de beaucoup plus loin. Donc, c'est aussi un sujet très intéressant, n'est-ce pas? Et si c'était 100% naturel? L'explication qu'il donnait, c'est que l'objet a avancé pendant si longtemps que, petit à petit, il se heurte à de petites choses. Et elles s'accumulent. Alors, dans cet amas de choses, en théorie, il les absorbe petit à petit. Ici, le grand doute, c'est, ok, en supposant qu'il accumule des choses, il n'accumule pas des choses pendant si longtemps? Tu dis, bon, sa vitesse est insoutenable. Il n'y a aucun moyen de justifier cette vitesse. Maintenant, c'est peut-être qu'il y a eu une explosion. Alors, ok, il y a eu une explosion. Supposons qu'il y ait eu une explosion. Une explosion il y a X milliers d'années, et ça a poussé l'objet, non? Et ça a laissé ce morceau? Non? C'était un morceau plus grand? En supposant que cela ait laissé un morceau plus petit, l'explosion serait-elle alors justifiée? D'accord, alors il va à une vitesse constante, c'est avec cette explosion, oui. Le point, c'est que, quand il s'est approché du Soleil, il a d'abord ralenti, c'est-à-dire qu'il s'est approché du Soleil et a réduit sa vitesse, et quand il a dépassé le Soleil, il a augmenté sa vitesse. Tu dis, attends-moi. Oui, en supposant que c'est dû à une explosion et qu'il a une vitesse précise. Pourquoi accélère-t-il en approchant du Soleil? Ralentit-il? Et ensuite, après avoir passé le périhélie, quelques jours plus tard, même pas. Parce que tu dis, mais bon, il a accéléré à cause d'une réaction chimique quand il est passé près du Soleil. Parfait, tout va bien. Le problème, c'est qu'il n'a accéléré qu'environ le 3e jour après le périhélie, pas avant. C'est à ce moment-là qu'on détecte qu'il accélère. Il faudrait vérifier les dates exactes pour voir précisément à quel moment il a accéléré. Supposons que la réaction ait mis du temps, qu'elle n'ait pas été immédiate, et que ce n'était pas au périhélie, mais que ça commençait à chauffer. Une réaction chimique s'accélère, parfois après 2 ou 3 jours. D'accord, très bien. La vitesse à laquelle ça accélère, au final, c'est mesurable. De nombreuses comètes
interstellaires ou non, elles sont déjà passées au sensé auparavant. Et les réactions chimiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire peu importe d'où tu viens. La réaction chimique de n'importe quel élément, disons, peu importe lequel, non, que ce soit l'hydrogène. Cette réaction chimique de l'hydrogène est la même que celle que j'ai chez moi avec cet hydrogène. Celui que vous avez, pour ainsi dire, celui que vous avez. Ailleurs dans l'univers, c'est aussi un chimiste et la réaction est identique. Alors, cette réaction, elle devrait être la même, mais ce n'est pas le cas. C'est, du moins jusqu'à présent. On le mesure avec les spectres de lumière. Ah, regarde, il a celui-ci et celui-là et celui-ci et celui-là comme éléments chimiques. Ah, c'est comme ça qu'on sait quels éléments il contient et quelles sont leurs réactions. Alors, ça c'est super intéressant, ce sujet est vraiment intéressant. Et bon, voilà, c'est tout. Regarde, le lien est là. Allons-y maintenant, allons en direct. Je m'en vais d'ici. Allons directement aux infos de tout genre, non? Les infos internationales, le lien est là. String est en train de le partager. Et en fait, la vidéo elle-même va se lancer automatiquement, il me semble. Il me semble qu'elle va automatiquement vers la nouvelle vidéo. Nous sommes en direct déjà. Bon, on va commencer. Alors non, tout de suite, immédiatement. Donc on se retrouve là-bas. Merci d'être ici et de partager avec nous. On se retrouve bientôt. Allons-y.